Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Je suis Nathalie Princeva, l'animatrice de la Commission internationale de la mêlée. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique très actuelle parce que justement aujourd'hui, la France rouvre les frontières avec l'autre pays européen. Et ça nous semblait intéressant de réunir autant les éditeurs des nouvelles technologies de la santé que les acteurs plus traditionnels de la santé comme la mutuelle pour discuter de la situation et pour voir quelles solutions ont été mises en place, quels sont les enjeux, quelles sont les expériences, quelles sont les bonnes pratiques, les réussites. Vraiment mettre tout sur la table et discuter ce qui s'est passé et où on va. Et surtout, toucher le sujet qui est très important maintenant, la data qui soigne, quelles sont les technologies, les nouvelles technologies de la santé, quel est l'avenir et quel est l'enjeu. Alors, pour cette thématique, on a décidé d'aller au-delà de nos frontières. Et on est très heureux de voir aujourd'hui avec nous Marc Ponce, directeur d'Acto Innovation Hub. Laurent Rouchouz, l'éditeur de l'application de suivi du Covid de Bleu, de la société Bleu. Valérie Saïk, responsable d'innovation d'Harmonie Mutuelle. Et aussi Luis Salguero, en gestion de projet chez la mêlée, entre autres projets de data. Luis, je te laisse démarrer. Oui, salut à tous, salut à toutes. Ben voilà, Louis, donc en charge de projet sur la data. La mêlée, je ne sais pas si vous connaissez bien, en tout cas, depuis le confinement, on a un peu innové sur nos manières d'intervenir. On fait des 5 à 7, c'est des webinars du coup, qui sont justement en fait l'occasion de traiter de sujets avec des spécialistes et de garder le lien aussi. Donc 5 à 7, à la fois entre le formel et l'informel, donc organisé par la mêlée. Association des acteurs de l'économie numérique en Occitanie, plus de 500 adhérents, des commissions, une quinzaine autour de tous les sujets autour du numérique et qui sont portés par ces adhérents, notamment autour de la santé, notamment du handicap et bien d'autres, transformation numérique. Donc voilà, c'est assez intéressant de nous retrouver là aujourd'hui pour ce sujet qui croise à la fois la data et la santé. On l'a bien vu, Nathalie, tu l'as rappelé, contexte particulier pour la santé, notamment en temps de Covid. On a vu que, en plus, les entreprises qui s'en sortaient le mieux aussi durant cette période, eh bien, ça a été aussi celle de la santé, contrairement à d'autres, ou le tourisme et autres. Donc, ça a permis aussi de faire un focus sur ce sujet. Donc, vraiment content d'être parmi vous ce soir. Donc, je serai en co-animation de Natalia. Je relève vos questions. Je vous écris aussi dans le chat si besoin. Mais voilà, on pourra approfondir cette discussion aussi lors des questions et je verrai ce qu'on puisse un peu tous poser les questions clés comme il faut, quoi, que tout le monde puisse s'exprimer aussi. Voilà, Merci à vous les Luis. studios. Merci Luis. J'en profite juste, Natalia, Oui. je vais vous mettre un lien dans le chat pour ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire pour juste signaler que vous avez participé à ce webinaire et parce qu'en plus comme il sera diffusé, vous pourrez nous dire si oui ou non vous êtes OK pour apparaître dans la vidéo retransmise a posteriori. Voilà, je vous remercie. Parfait. On commence par les bonnes règles de respecter la date de tout le monde. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord démarrer par les solutions qui ont été mises en place. Et je vais donner la parole à Marc, parce que honnêtement, la gestion de la crise sanitaire en dehors a été vraiment exemplaire. On vous a observé avec beaucoup d'admiration. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, quelle était votre méthode, quelles solutions ont été mises en place pour que ceux qui n'ont pas suivi toute l'historique comprennent mieux comment ça a été traité en dehors de nos frontières. Donc, en dehors par rapport à les données, donc, un de notre objectifs justement de l'Andorre Innovation Hub, c'est de travailler tout autour de l'économie des données. Et on avait un projet qui c'est le Data Hub, qui c'était de comment travailler les données par l'administration publique et quelques secteurs aussi pour donner des valeurs et aider à la prise de décision. Et c'est pour ça qu'on a commencé de premier jour à travailler bien ensemble avec le ministère de Santé. Et alors, en ce moment-là, nous sommes démarrés avec deux projets. Un projet, c'était
plus interne de suivi des données de cas. Donc, chaque cas qu'il y avait en Andorre, le ministère, le système d'épidémiologie, ils font des enquêtes pour faire l'analyse de contact. Donc, on a commencé à travailler avec eux comment analyser ce réseau des contacts et faire tout un système de suivi de la symptomatologie de ces gens-là. Et après, on a commencé à démarrer un portal web pour les citoyens, donc, où ils peuvent reporter la symptomatologie de quelques citoyens qui pensaient qu'il y avait quelques symptômes peut-être compatibles avec la COVID. Je peux vous montrer si vous voulez rapidement un peu. Oui, s'il te plaît, parce que c'est un site qui n'est pas accessible depuis la France. Hein? C'est limité seulement à l'Andorre, pour raison de sécurité, on a limité l'accès. C'est la plateforme qu'on a travaillé avec le gouvernement. Donc, on a mis quelques fonctionnalités ici, mais initialement, là, c'était pour faire des enquêtes. Donc, tu donnes des données plus de santé, de données démographiques, etc. Et aussi pour faire un check-in de la symptomatologie. Et basé sur cette check-in de la symptomatologie, donc tu recevrais des indications. Donc, si tu dois faire appeler ton médecin, si tu dois rester tranquille, il n'y a pas de problème, ce n'est pas compatible avec la COVID. Si tu dois appeler le numéro que le gouvernement avait donné exactement pour traiter pour l'agent qui avait de symptomatologie. Et c'est mis en place pas seulement pour donner cette information à l'administration, pardon, à la citoyenne, mais aussi par anticiper, ce n'était pas le cas dans notre côté, mais d'un côté, par exemple, espagnol, il y a eu, quand il y avait tout le système s'était collapsé, donc l'agent ne pouvait pas appeler le médecin ou urgence, etc. Au moins, on aurait le report de l'agent qui avait de symptomatologie avec leur indication et après dans le ministère ou l'hôpital qui concerne peuvent contacter l'agent qui a plus de symptomatologie. Ça, c'est un peu un exemple de viseur interne qui avait le ministère, l'agent de l'hôpital, dont on pouvait faire le suivi de cette reporting de symptômes. Et s'il y avait quelqu'un qui sont, par exemple, des groupes de risque ou quelqu'un qui sont plus prioritaires, donc, et avoir cette information. Donc, on a eu la chance que jamais nous ne sommes pas entrés en collapse par rapport à la communication. Mais si ça c'était le cas, donc on aurait un système pour faire un cribage de contacter au moins l'agent plus sensible. D'accord. Et cette data, elle a été communiquée à quel organisme? Cette data s'est communiquée seulement au ministère de Santé, donc c'est unique. Il y a eu un décret de le traitement des données et toutes les données c'était seulement pour le ministère de Santé, qui c'est le département d'épidémiologie, qui sont les gens qui font tous les suivis de cas, qui font pour l'intervention, qui donnent ces données être aussi traitées pour faire un peu la stratégie de suivi, etc. Donc, cette donnée a été fournie seulement pour le ministère, pour l'équipe de département d'épidémiologie du ministère de Santé, pour travailler leur stratégie et leur suivi de la pandémie. Et après, Andorre a été le seul pays qui a testé toute la population, même pas une fois, mais deux. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça a été organisé et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avec la data de ce dépistage? Oui, en fait, dans l'approche que je vous ai dit de l'Andorra Innovation Hub, c'était surtout travailler l'Andorre dans un leading lab d'innovation, de recherche, de ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'était un cas idéal pour faire un projet à tout l'Andorre, dont on parlait
villages, de régions qui ont commencé, qui ont fait de dépistage. Alors, on a dit peut-être un peu essayer d'être le premier pays à faire un dépistage de toute la population. Vraiment, c'était un défi parce que c'était pour notre test plus que la mobilisation plus grande peut-être de l'Andorre, plus que des élections. Parce que des élections, vous savez que pas tout le monde vote en Andorre parce qu'il y a une population résidente qui n'a pas les droits. Alors, c'était peut-être la mobilisation plus grande et pas un fois, comme vous avez dit, deux fois. C'était vraiment logistique pendant tout un mois avec 59 points que nous avons distribués pendant tout l'Andorre, donc avec un déploiement d'infrastructures aussi technologiques de cybersécurité assez défiantes. Et vraiment pour que le traitement des données sensibles, des données personnelles, des données sanitaires, avec des points qui sont distribués autour de l'Andorre, quelques-uns parking, quelques-uns des lieux qui n'avaient pas d'infrastructure. C'était vraiment un défi. Alors, on a fini, en fait, il y a une semaine. La semaine prochaine, on a fait le dernier jour de testage. On a fait presque tous les mois. Et alors, nous avons fait deux rondes de tours, bon, deux fois, avec une séparation de 14 jours entre le dépistage et l'autre. C'était pour des raisons de la sensibilité des tests, pour diminuer les erreurs, aussi pour éviter des gens qui peut-être sont de la fenêtre, les tests peuvent pas capter s'il y a des immunoglobulines ou non. C'est pour ça qu'on a fait le dépistage et avec le résultat, c'était par rapport à le testage. Et alors, cette information, l'idée, l'objectif, c'était d'avoir cette vision globale de qui affectait et qui non affectait la maladie. Donc, en Andorre, on a fait un confinement très, très rapide et total. Donc, il y a eu beaucoup de cas qui ont été asymptomatiques, donc, des gens qui peut-être avaient passé la maladie, etc. Donc, un peu l'idée, c'était d'avoir cette photographie globale du pays pour savoir exactement qui a passé, qui n'a passé, qui est asymptomatique, qui a généré des immunoglobulines, qui non. Et alors avoir des informations qui a été très pratiques, très utiles pour faire la stratégie de déconfinement, mais aussi pour avoir cette image de quel est l'état actuel de l'agent qui a des immunoglobulines qui puissent être infectés, qui non, des groupes de contrôle, des groupes de risque. Et vraiment, ça sera une information très, très utile pour aborder peut-être une deuxième vague ou travailler la stratégie par rapport au suivi pendant l'ouverture qu'on a commencé à travailler maintenant, peut-être pour faire le suivi à des groupes qui sont plus exposés ou qui sont plus vulnérables. Alors, cette formation, c'est exactement la formation qu'on a commencé à travailler maintenant avec le ministère, donc qui va être bien analysée et bien travaillée pour faire cette stratégie pour la continuité par rapport à ces mois ou par rapport surtout à la possible deuxième vague. Merci Marc. Laurent, et de votre côté, l'application que vous avez développée, ou disons, je te laisse raconter l'histoire, disons, de création de cette application. On parle aussi plutôt de suivi, mais c'est une application qui est adressée vis-à-vis du corps médical. Est-ce que tu pourrais en raconter un peu plus? Oui, tout à fait. Nous, effectivement, on est actifs sur divers secteurs, dont la e-santé qui fait à peu près 15 à 20% de notre chiffre d'affaires. On est une petite entreprise toulousaine de maintenant 40 collaborateurs, plus si petite que ça finalement, créée en 2018. Et on a déjà développé par le passé des solutions e-santé, mais assez peu tournées vers la partie médicale de la santé, plutôt pour aider à la gestion de flux de patients, pour une meilleure organisation, une optimisation de la prise en charge dans les établissements de santé. Et on avait depuis quelques mois maintenant lancé un investissement en propre sur un outil de télésuivi qui s'appelle Dolorean et qui devait voir le jour le 31 mars. C'était la date qu'on s'était fixée. Entre-temps, mais il a fallu qu'on revoie notre feuille de route et finalement est né
du contexte sont dérivés et essentiellement basés sur le suivi du Covid, qui s'appelle Covid Link, qui nous a permis finalement de faire maturer notre premier projet de L'Oréal autour de ce premier cas d'usage, entre guillemets, qu'a été le Covid. L'objectif de cet outil de télésuivi, finalement, au-delà de soigner, le titre de notre webinaire, je sais, c'est la data qui soigne, et pourtant, dans notre cas, l'idée, ça a été de décharger, au contraire, le corps médical, les soignants, que ce soit les établissements de santé ou les médecins généralistes, de rendez-vous et d'appels superflus de patients, chose qui était finalement le plus compliqué à gérer au départ. C'est justement cet effet de vague avec une difficulté à faire le tri entre des gens qui sont simplement inquiets parce qu'ils ont des symptômes mais qui ne correspondent pas forcément au Covid et des gens qui ont réellement contracté le virus et dont il faut s'occuper. Soit les hospitaliser, soit les voir réellement en rendez-vous. Donc effectivement, on est parti, nous, sur une application dont les utilisateurs principaux sont les professionnels de santé et qui enrôlent leurs patients autour de déclarations quotidiennes, voire même plus fréquentes de symptômes qui sont ceux du consensus publié par le ministère, adaptés à la typologie des territoires, c'est-à-dire que chaque professionnel de santé peut changer le questionnaire et l'adapter par rapport à ce que lui constate sur son territoire, sur sa file active de patients et soit le plus proche possible de sa réalité de terrain. Voilà. Donc finalement, j'ai envie de dire, pour nous, ça a été une opportunité. C'est un peu ce que tu disais, Natalia, avec un focus sur notre activité e-santé quand notre activité aéronautique a forcément été extrêmement touchée par cette crise. Un focus sur notre activité e-santé avec des développeurs qui, du coup, ont réussi à versionner énormément de fois l'application pour coller au plus près de nos besoins de nos utilisateurs. On a eu la chance d'être sélectionné par plusieurs cliniques, étrangement pas en Occitanie, mais plutôt sur nos bases Île-de-France élargie. Et tant mieux. Voilà, on a eu un peu plus de 150 patients qui sont passés par la solution et qui ont été suivis, plus tous ceux qui ont été suivis de façon très light via la solution, parce qu'ils ont pu être renvoyés chez eux avant même d'être vus en consultation, parce qu'ils ne présentaient pas de symptômes du tout, voire pas de symptômes critiques. Alors, donc on s'est vraiment focalisé sur cet objectif-là, avec en plus un référencement par l'Agence du numérique en santé qui a débouché aussi sur le fait de transférer nos données à l'Institut Pasteur, de manière anonymisée bien évidemment, pour enrichir et faire grossir la base de données sur tout ce qu'on pouvait apprendre sur les cas de Covid et tout le télésuivi. Voilà pour la présentation très générale. Alors évidemment, une des grandes leçons, c'est qu'on va pouvoir réutiliser toutes les fonctions qu'on a pu tester finalement dans la vie réelle sur notre outil de télésuivi, et c'est ce qui crée des opportunités aujourd'hui pour l'entreprise parce qu'on a un retour d'expérience, un vrai retour sur un cas d'usage, sur une pathologie qu'on peut porter maintenant vers notre outil de suivi multipathologie. Et par chance, les mêmes cliniques qui nous ont fait confiance pendant le suivi du Covid nous ont sollicité justement sur l'outil de télésuivi. Donc c'est une transformation plutôt réussie de cette solution. Tu parles plutôt dans le passé. Est-ce que votre application elle est encore utilisée maintenant? Parce que l'épidémie n'est pas encore terminée. Alors, c'est bien de parler de l'expérience du passé, mais quelle est la situation maintenant? Ce n'était pas une question préparée, et c'est très bien que tu la poses, puisque le dernier patient qu'on avait encore actif sur l'application a terminé son protocole pas plus tard qu'hier soir. Et cette nuit à minuit, on a eu notre premier appel avec 0 patient et 0 prise de mesure. Ça signifie que véritablement, la vague, en tout cas sur les établissements qu'on a couverts, qui étaient des établissements privés, donc qui forcément déjà étaient plutôt cantonné sur le surplus de ce que ne pouvait pas traiter l'hôpital public, finalement, cette partie-là n'est plus à traiter. Ils ont pu libérer un certain nombre de lits de réanimation qu'ils ont reconfigurés en chirurgie classique. Voilà. Donc, voilà où est-ce qu'on en est sur Covid Link en lui-même. Alors, Covid Link reste opérationnel en tant que site et qu'application. C'est une volonté de notre part de le laisser opérationnel de manière à ce que, si d'aventure, il y avait
une crise moins importante à gérer, une deuxième vague, appelons-la comme on veut, que les professionnels puissent de nouveau l'utiliser, là aussi de façon gratuite, comme ça à la volée, en se créant un compte directement. Voilà. Est-ce que justement ce type d'application peut aider aux professionnels de suivre les clusters ou de réagir de façon plus vite à la détection de premiers cas? Oui, alors justement, c'est le deuxième objectif de l'outil, c'est évidemment de pouvoir envoyer, le premier, c'est de pouvoir focaliser sur les cas critiques et les cas qui ont des symptômes qui nécessitent réellement une hospitalisation ou un rendez-vous médical, et donc de finalement optimiser le temps médical qui est consommé sur ces patients-là. Et le deuxième objectif, c'est évidemment d'avoir un système d'alerte en temps réel. Donc là aussi, c'est l'objectif de tous les outils de télésuivi, et c'est vraiment sur ça qu'on s'est concentré, c'est de créer finalement de la donnée asynchrone, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être en rendez-vous avec le médecin pour déclarer un problème. Le problème se déclare automatiquement via des notifications et des alertes que le professionnel de santé a configuré lui-même en amont. Voilà. Donc, ça veut dire que si j'ai une température qui dépasse les 39 depuis X heures ou X jours, plus des symptômes de détresse respiratoire, etc., alors mon professionnel de santé suiveur va être alerté en temps réel et va pouvoir prendre la décision, ou pas selon les symptômes, de me faire venir en rendez-vous spécifique, de m'hospitaliser directement. Donc, encore une fois, on est dans l'aide au diagnostic, on n'est pas dans le diagnostic encore aujourd'hui. Voilà. Mais dans les projections, effectivement, on va en parler. Ça fait partie, bien évidemment, des projections qu'on veut pour cet outil de télésuivi. Valérie, et quel est votre point de vue sur les nouvelles technologies? Parce que c'est très intéressant de discuter avec les éditeurs qui sont au cœur du métier et à l'origine de la technologie. Mais quel est le regard de l'harmonie mutuelle? Est-ce que vous avez déjà l'expérience et l'usage de certaines technologies comparables ou pareilles? Est-ce que vous avez développé quelque chose vous-même de votre côté? Comment était la situation de votre côté? Merci Natalia. Donc à notre niveau, alors je rebondis sur ce que disait Laurent, la data qui soigne, on pourrait dire aussi la data qui aide à mieux soigner, donc je disais à être en amont, et on pourrait même aller jusqu'à la data qui aide à moins être malade. On peut remonter, et c'est juste pour positionner l'action des mutuelles. Aujourd'hui, on est très considérés comme des financeurs de soins, c'est-à-dire qu'on attend que les gens soient malades et on dit la mutuelle doit payer. Et l'idée, c'est d'accompagner un peu le secteur de la santé, c'est de dire, si on pouvait être moins malade, on gagnerait en efficacité pour la santé des personnes et on gagnerait en efficacité au niveau du budget, puisque ça coûte énormément d'argent de soigner les maladies quand elles sont déclarées. Et c'est beaucoup plus efficace d'être en amont. Donc, par rapport à tout ça, nous, on se positionne vraiment dans tout ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur la prévention, sur les parcours de santé, dans la data qui aide à mieux soigner, ce qu'expliquait Laurent, c'est-à-dire que j'ai une appli qui aide à libérer du temps aux médecins pour que ceux qui ont quelque chose à faire d'urgent puissent le faire dans de meilleures conditions. Et ensuite, on intervient également sur des datas qui soignent. Donc, pareil, je vais donner deux exemples rapides. On a développé deux plateformes, l'une alors dans le cadre du groupe Vive qui s'appelle ViveOptime et qui a été mise en place au départ par la MGEN. Nous participons au même groupe. Et l'idée, c'était de proposer d'avoir un diagnostic sur le risque de chaque adhérent. Et si le diagnostic montrait qu'il y avait un risque élevé, de proposer à l'adhérent un accompagnement. Alors, ça peut être sur la nutrition, sur la tabacologie, sur d'autres, et en général, sur tout ce qui est maladie cardiovasculaire et tout ce qui est aussi diabète. Voilà. Donc, il y a cette plateforme qui existe et qui on va se généraliser et qu'on va généraliser aussi dans le sens où on va aller vers de la prévention. C'est-à-dire que le diagnostic sera fait et on proposera pour des personnes qui ne sont pas malades d'avoir aussi un programme de prévention qui leur permettra d'éviter de tomber malade, au-delà des personnes à risque qui, elles, seront accompagnées sur tel ou tel sujet. Et le deuxième type de plateforme que nous avons, c'est tout ce qui est sur l'autonomie, de faire un diagnostic avec les aidants sur un bilan d'autonomie et d'aider les personnes qui ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles deviennent dépendantes, que ce soit la personne elle-même qui se renseigne ou son aidant, de les guider et les orienter sur ces schémas-là. Donc voilà deux exemples concrets. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a eu
dans le cas de l'application de l'épidémie Covid, un développement inattendu, un peu comme ce que vient de raconter Laurent, sur la téléconsultation, puisque nous avions, depuis septembre 2018, mis la téléconsultation comme prestation pour nos adhérents, que c'était quelque chose qui commençait à se développer, mais qui était quand même relativement limité, sachant que notre objectif n'est pas de remplacer la consultation du médecin traitant par la téléconsultation, mais plutôt de permettre à nos adhérents d'accéder à des soins dans des moments ou dans des zones géographiques où ils n'ont pas possibilité de joindre un médecin. Et donc, par rapport au Covid, les volumes ont été multipliés par 6. Les volumes de téléconsultation ont été multipliés par 6 en 2 jours. En 2 jours. En 2 jours. Ça a été vraiment quelque chose, une révolution. Il y a eu, alors juste 2 minutes pour expliquer ce qui s'est passé. Les barrages réglementaires se sont levés très vite. On a eu beaucoup de généralistes qui ont fait le pas d'aller vers la téléconsultation, ce qui n'était pas évident auparavant. On voyait plus sur des spécialistes. Là, vraiment, on a des professionnels qui comprenaient l'intérêt d'avoir cet outil-là, parce qu'effectivement, les gens n'avaient plus envie de se déplacer. Et on a un retour d'expérience collectif vraiment très intéressant pour tous les intervenants de la santé avec la téléconsultation. Et ça ouvre des cas d'usage vraiment différents. Ce qu'on voit surtout, c'est que les patients se sont vraiment emparés des usages. C'est-à-dire que c'est eux qui ont dit, se sont rués sur la téléconsultation, et donc ça a été vraiment la solution qui a été plébiscitée par les utilisateurs. D'accord. Et est-ce que ce type de pratique, vous l'avez aussi remarqué en Andorre, l'augmentation de téléconsultation? Oui, vraiment, c'était je ne vais pas les donner exactement, mais la plupart de médecins ont eu la nécessité de faire de l'assistance. Et il y a eu il y a eu pas des applications qui se sont développées exactement pour ça, mais c'est qu'il y a eu une nécessité impérative de surtout le médecin qu'ici on appelle de primaire, le médecin généraliste, qui en fait après le dépistage, parce que tout le positif après le dépistage il y a eu une dérivation de près de 7000 personnes qui ont été dérivées pour faire le suivi de ce 10e positif. Alors vraiment, le pic que nous avons eu a mis sur la table la nécessité, bien sûr, de développer la téléassistance. Donc, par rapport maintenant plus un projet par rapport au ministère et tout le système de santé, de bien développer toute la partie plus de l'assistance et aussi il y a ici un projet très bon. C'est un de pays qui a l'histoire clinique digitale de tout le pays et maintenant est déjà développé. Donc ici, c'était pas si un problème parce que maintenant, tous les médecins, ils ont accès à l'historial clinique digitale soit de bureau, de chez soi. Alors, c'était plus facile de mettre en place cette téléassistance par rapport à des autres environnements. Mais bien sûr, il y a des autres spécialités qui plus qu'avoir accès à la donnée et à la téléassistance, d'avoir des outils qui donnent ce soutien à une téléassistance plus importante. Mais ici, c'est exactement le même cas. Il y a eu cette boom de la nécessité, mais comme il y avait ce système d'histoire clinique digitale qui facilitait le travail plus en remote chez le médecin et a été peut-être plus facile qu'à les autres lieux de donner au moins une réponse minimale au plus en question de la crise.
Mhm. Et on parle maintenant beaucoup des applications de suivi, les applications qui ont été mises en place pour faciliter le travail des médecins, mais on n'a pas encore touché le sujet le plus chaud, ce sont les applications de traçage. Que, comme vous le savez bien, en France, Stop Covid a été lancé le 2 juin. Alors qu'on parle, il y a uniquement 2% de la population française qui l'a téléchargé. On ne connaît pas encore les chiffres qui l'utilisent activement. Et c'est certes que cette application a suscité énormément de controverses, des opinions controversielles. Alors, est-ce qu'en Andorre, c'était la même situation? Est-ce que vous avez envisagé ce type d'application? Oui, on a commencé à travailler avec, bon, juste au commencement, une des premières choses qu'on a fait, c'était comment nous avons un peu les 2 mois, un mois de vision de qu'est-ce qu'ils ont fait dans la Chine, Singapour, etc. Donc, le premier que nous avons fait de notre institution, c'était un peu analyser les stratégies des autres et par rapport à de cas de pays qui ont contrôlé un peu plus, c'était bien sûr qui ont eu la capacité de faire de testage rapide, traçabilité rapide et isolation rapide sont le pays qui vraiment ont réussi à gérer mieux la crise, la pandémie. Donc, c'est vrai que ce sont des technologies qui vont aider et qui aident beaucoup à faire cette traçabilité rapide, mais c'est aussi vrai que la culture par rapport à la donnée ou à des politiques plus invasives dans des pays peut-être de l'Asie sont plus flexibles ou plus habitués à cette sorte de politique. Ici, vraiment, en Europe, nous sommes plus, je dirais, critiques, plus conservatisme par rapport à la privacité. Donc ici, de notre côté, on a suivi, on a vu l'évolution, on a aussi à faire des analyses et d'avoir des solutions sur cette sorte de solution. Mais maintenant, parce que de notre côté, pour l'instant, ce n'était pas si critique, donc c'était on a contrôlé assez bien la pandémie, donc le pays, c'est manageable, ce n'est pas si grand comme la France ou l'Espagne. Donc, oui. Pour l'instant, on a pu gérer. C'est vrai que c'était une technologie qui aurait facilité la traçabilité, mais pour l'instant, on a balancé de ne pas faire le pas encore, d'attendre et de voir comment évolutionnent les possibles solutions. Parce que ici, c'était le débat. Hein, si il faut prioriser la santé publique ou la privacité ou quoi. Donc, ici, à mon avis, il ne faut pas choisir. Il y a des solutions qui peuvent garantir toutes les deux options, mais il faut vraiment les bien analyser parce que par rapport à mon avis, ce n'était pas la partie de privacité et d'anonymisation que ça c'est faisable. C'était plus de questions éthiques des autres qui sont autour de solutions comme cette qu'il faut bien le réfléchir. Donc, de notre côté, on les a suivis, on a fait des développements et on a des évaluations, mais on ne les a pas mis en place aussi pour mieux voir l'évolution de la controversie, etc. Mais aussi pour une raison de notre côté, c'est très important l'interopérabilité avec la France et l'Andorre parce qu'il y a un flux de gens très important qui sont en transit entre tous les 3 pays. Alors, de notre côté, plus que développer et appliquer une application de pays, c'était plus intéressant de voir comment la France, comment l'Espagne le travaillent et après voir d'essayer de faire quelques intégrations parce que pour ça, ça sera vraiment intéressant de notre côté et avoir en compte cet aspect. Laurent, et de votre côté, l'application que vous avez mise en place, est-ce qu'elle a suscité aussi une controverse certaine ou une réticence? Est-ce que vous avez ressenti ce genre de réaction de la part de patients ou de médecins? De notre côté, on n'a pas eu de réticence, parce qu'il n'y a pas d'aspect de traçage des patients ou des professionnels de santé.
Par contre, de suite, on a vu, et je pense que ça devient culturel, on a vu de suite les gens qui se sont rués sur la politique de confidentialité, sur les conditions générales d'utilisation pour aller essayer de lire entre les lignes si jamais on envoyait les données quelque part à un endroit qui ne leur plaisait pas. Alors, d'un côté, moi, ça me rassure sur la responsabilisation des patients et la responsabilisation des gens en général quant à leurs données et qui s'intéressent à ce qui en est fait. Et par contre, et c'est un élément important, malheureusement, ça fait faire des choix aussi parce qu'on a fait le choix, du coup, d'avoir une politique de confidentialité extrêmement ferme qui suivait vraiment toutes les recommandations. Et on s'est retrouvé face à des paradoxes. Je parlais tout à l'heure du transfert des données à l'Institut Pasteur, où on s'est retrouvé avec l'Institut Pasteur qui nous a demandé de collecter plus de données, de collecter des numéros de sécurité sociale, de collecter d'autres choses, parce que finalement, la donnée qui était suffisamment valorisée pour les professionnels de santé ne l'était pas suffisamment pour eux, et ils se retrouvaient à finalement avoir du mal à mettre en cohérence de la donnée provenant de notre application et provenant de toutes les autres applications qui ont fleuri pendant cette période Covid. On n'était évidemment pas les seuls sur ce créneau-là. Et ça a été un paradoxe intéressant parce qu'on s'est dit, finalement, on est peut-être arrivé à une limite sur la confidentialité des données. Ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup responsabilisé les patients, on a beaucoup responsabilisé les professionnels de santé sur la protection. Par contre, finalement, on en a perdu de la valeur. Donc, c'est là où il n'y a pas de controverse aujourd'hui, mais il y a une vraie réflexion de notre part sur où est-ce qu'on doit aller, quelle transparence aussi on doit avoir, quelle pédagogie on doit avoir vis-à-vis des utilisateurs pour les inciter à valoriser leurs propres données. Parce qu'on ne le fait évidemment pas pour leur mal, ni pour revendre de la donnée ailleurs, mais pour la valoriser déjà intrinsèquement. Ou pour que les données soient tout simplement utilisables, hein, parce que c'est ça la bonne question. Quelle est la data ou quels sont les critères de la data qui est vraiment capable de soigner? Valérie, de votre point de vue, comment est-ce que vous voyez le flux de data et quel accès vous avez, disons, à la data qui vous facilite pas seulement le soin, mais aussi la prévention, parce que j'ai retenu le mot très important. Donc, effectivement, on retrouve ces ambivalences sur la sécurité avec, c'est vrai, c'est bien quand les gens se rendent compte qu'ils ne doivent pas donner leurs données, c'est très bien. Nous, on a une expérimentation avec une plateforme de nutrition pour des patients d'un service de soins à domicile. On a eu énormément de mal pour obtenir le consentement des familles. On leur a fait avec des liens, ils avaient des liens forts avec les prestataires, ils les connaissaient bien, c'était du contact physique avec les familles, on leur a demandé leur consentement. Ça a été très très long pour mettre en place cette expérimentation. On a failli ne pas avoir le financement parce qu'on a mis trop de temps pour obtenir les consentements. Alors que sur des applis, on valide chacun des acceptations de consentement très facilement sans lire ce qu'il y a derrière, quand c'est Google ou Microsoft, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre la façon dont on ressent en fait la maîtrise des datas. Le deuxième point, c'est qu'on a finalement dans la santé, pas forcément beaucoup de données, en tout cas pas de la donnée, c'est ce que disait Laurent, qui permet de travailler. Alors ça, aujourd'hui, c'est en train d'être travaillé par Ma Santé Numérique 2022 pour essayer déjà d'avoir des liens entre les données, des data qui puissent circuler entre les différents interlocuteurs, hein, que ce soit la Sécu, les médecins, les hôpitaux, etc., et le patient, parce qu'à un moment, il aura son dossier médical, il est quand même acteur de l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que on voit très bien qu'on est en train de mettre en place des choses, mais on n'est pas. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Nous, au niveau des mutuelles, par exemple, on a des données agrégées de la sécurité sociale. Donc, on a des données qui nous permettent de travailler sur des nouveaux services, ce que l'on veut faire. On n'a pas aujourd'hui, la donnée n'est pas forcément très qualitative. Aujourd'hui, les chercheurs, les médecins qui font du diagnostic se plaignent d'avoir du low data. Parce qu'en fait, ils ont trop peu de données, parce que les données ne sont pas disponibles. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'avoir un endroit de la donnée anonymisée, sécurisée, qui va servir à de la recherche, à mettre en place des parcours de santé, à mettre en place des services de prévention, à mettre en place des services au service de la population. Mais effectivement,
aujourd'hui, on est très pauvre de ce côté-là. Avec le risque, effectivement, parce que aujourd'hui en France, dans les mutuelles, par exemple, le système mutualiste fait que on ne cherche pas à savoir la maladie dont vous souffrez pour vous assurer. Parce que si jamais vous êtes malade, évidemment, la prime d'assurance, si on est un assureur, elle va être très très chère. Donc les riches pourront se soigner, les pauvres ne pourront pas se soigner, les malades auront plus de mal à se financer une couverture d'assurance. Donc les mutuelles en France, c'est vraiment le système qui va contre ça. C'est-à-dire que nous, on ne fait aucune sélection du risque. Et on considère que justement, on doit avoir la plus grande masse possible de personnes qui payent des cotisations pour payer en fait les soins de ceux qui en ont besoin dans différentes maladies, parce qu'il y a eu le Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Le cancer continue, le sida continue, les traitements chers continuent à être découverts et utiles pour des malades. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir cette mutualisation et l'enjeu des data, c'est aussi ça, c'est que la data, elle ne doit pas permettre de sélectionner et de dire toi je t'assure et toi je ne t'assure pas. On doit garantir aussi aux personnes de pouvoir assurer leur santé au sens très très large du terme. Et c'est ce que portent les mutuelles aujourd'hui. Et la data comme commun, c'est-à-dire comme patrimoine commun des citoyens, est vraiment un sujet très sensible, en France en tout cas. Oui, c'est sûr que tant qu'on dit que la data collectée en combinaison avec les nouvelles technologies de la santé offre énormément des opportunités pour le suivi, pour l'optimisation de parcours entre le patient et le professionnel, pour la recherche, autant qu'elle comporte des risques. Et les risques qu'on a déjà évoqués, ce sont les risques de la protection de données personnelles, mais aussi les risques financiers que tu viens d'évoquer. Je t'en remercie. J'allais juste te poser la question, mais tu la devances. Mais aussi les risques liés à la santé. Est-ce que finalement, il n'y a pas des enjeux, les outils, surtout les outils de diagnostic, que le diagnostic ne sera pas bon, et qu'il y ait un risque lié à la santé suite à la mise de disposition de ces outils. Alors aujourd'hui, très clairement, tous les outils sur le diagnostic sont travaillés par des humains. C'est-à-dire que l'outil de data va faire un premier travail et le regard humain du professionnel de santé, du chercheur, va apporter un regard d'analyse supplémentaire. Et je pense que on le voit à peu près dans tous les domaines. Tout ce qui est data permet de traiter des grands volumes, de définir des grandes masses, et à un moment donné, on a besoin de l'humain pour apporter vraiment d'abord l'analyse pour vérifier qu'il n'y a pas un vrai faux ou un faux vrai dans les images qui sont analysées par exemple, mais surtout pour accompagner la personne qui va recevoir, parce que je peux avoir une machine qui me dit j'ai le sida, quand elle va me le dire comme une machine. Aujourd'hui, on a besoin d'un médecin qui va prendre le diagnostic qui va être issu, par exemple, de différents check-ups et qui va m'annoncer quelque chose qui n'est pas forcément bien à être annoncé, mais qui va me l'annoncer avec une façon de le faire, avec un accompagnement, avec d'autres mesures de soins autour. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Dans la dimension de la santé, l'accompagnement humain, il est nécessaire à tous les niveaux. Et quand on dit santé, c'est pas que santé. On l'a vu dans les EHPAD. Le fait que les aides-soignantes restent enfermées avec des patients, je veux dire, c'est pas de la data. C'est vraiment de l'humain. Ça, c'est l'humain. Voilà. Ouais. Et ça a autant de valeur que la data. Et aujourd'hui, ce que disent les EHPAD, c'est ça. Les familles dans les EHPAD, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent on veut prendre le risque que nos familles soient malades parce que la distanciation est insupportable. La perte de relations humaines est insupportable pour eux. Et c'est là où on voit, entre la data et la dimension humaine, il y a vraiment quelque chose à travailler. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début, je pense, de la data. On découvre des choses. Il faut être vigilant pour en garder la main dessus. Mais je pense que la dimension humaine, elle restera dans tous les domaines. Oui, tout à fait. Marc, est-ce que de votre côté, les données collectées par le site que tu viens de nous montrer ont été aussi traitées manuellement
hein, parce que d'autre côté, je sais que Andor et surtout Andor Innovation Hub est très fort sur le traitement et modélisation de la data. Tu pourrais dire peut-être quelques mots sur le projet d'Andor Living Lab. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'appliquer cette approche de modélisation de la data aux données que vous avez collectées pendant la crise sanitaire, ou est-ce que c'est resté au niveau de l'analyse humaine, hein, disons, comme ce que Valérie vient d'évoquer? Oui, dans ce côté, c'était exactement comme ça. Hein. Donc, la sensibilité de ces données, ça fait de notre côté, comme par rapport à des autres données qu'on travaille de mobilité, de réseau télécom, etc., que pour l'instant, c'était seulement pour le traitement directement du ministère, avec les outils, avec ça. Mais si c'est vrai que par rapport à la recherche, donc, nous sommes maintenant en train de bien travailler avec comment ça s'appelle, déjà notre bouffée législative et avec l'agent de l'Agence de protection des données, etc., pour travailler comment, avec un bon processus d'anonymisation, etc., avec de protection de données, comment toutes ces données qui ont été collectées peuvent aussi servir pour faire des études, des recherches qui vont fournir des informations au ministère, aux agents du système sanitaire pour bien travailler, pour améliorer la prise de décision. C'est vrai qu'on les a traités pas comme des autres données que nous travaillons avec le Data Hub, avec le projet d'analyse des données pour la sensibilité et donc nous sommes très prudents. Alors on a travaillé, mais avec aussi le visage de profiter avec cette vision de fournir des informations à le ministère, soit à partir de la modélisation, de la recherche, etc. Mais c'est vrai avec des considérations, une stratégie beaucoup plus rigoureuse par rapport à la confidentialité. Mais ouais, mais c'est par exemple par rapport à, c'est aussi l'exemple que je mets en place toujours de la mobilité, hein, aussi de le contact tracing. Donc par exemple ici, on toujours essaye de dire hein, qu'il faut, on parle de Big Brother, de contrôle de la population, mais il y a le discours de Big Sister, de comment il y a oui, parce qu'il y a le Big Brother, on n'a pas cette sensibilité pour donner toute cette sorte de données à les grandes plateformes de Apple, Google, etc. Alors, on doit, comme ministère, acheter ces données de mobilité à Google pour faire de modélisation de données. Donc, c'est le Big Sister. On va essayer de faire le bien avec de la confidentialité, la éthique, etc. Mais essayer de cette économie de données que pour l'instant, c'est plus les données à de big corporates, de bien les faire un empowerment de la société et l'administration publique et les acteurs locaux pour, avec bien sûr de l'anonymisation et le rigueur et le bien travailler, mais bien de profiter de cette économie des données que c'est une valeur extraordinaire, on ne le fait pas. Et c'est le même le contact tracing, avec tous les débats de qu'est-ce qu'on va faire, à la fin, on va finir les achetant à Google ou à Apple si vraiment on ne déploie pas parce que les données seront là, elles seront utiles, mais si on n'était pas capable de faire sur notre écosystème local le bien travailler, avec le, bien sûr, on doit le travailler bien, hein, on va être plat, il ne faut pas l'être... Mais bon, cette peur que ce débat, peut-être finalement, on finit avec des options comme de ne pas continuer avec la situation actuelle, que c'est pas profiter bien le potentiel de cette sorte de données. Et en effet, la question que je voulais vous poser, autant à toi, Marc, à Laurent surtout, hein, pour l'instant, on parle de l'analyse qui est effectuée par les humains, hein, mais on a aussi le côté de l'intelligence artificielle qui arrive, hein, pas seulement dans l'analyse, mais aussi dans le diagnostic. Alors, où est-on, hein? Disons, quelle est votre expérience? Disons, dans quelle façon ou dans quelle mesure c'est déjà appliqué au traitement de données? Alors, je vais essayer de ne pas faire de généralité parce que j'ai clairement pas la science infuse sur le sujet. Il y a déjà des belles initiatives qui ont été prises sur le sujet. Je me rappelle toujours de ces startups sur la dermato qui permettent de détecter plus facilement des cancers de la peau, que je trouve moi extraordinaire.
Nous, plus humblement, et ça tombe très bien parce que je vois Bérénice Chailloux qui est connectée à notre webinaire et qui nous a aidé, j'en profite pour la remercier, à monter un premier sujet sur l'intelligence artificielle qui a reçu un avis favorable de l'ANR sur la partie de l'ANRT sur la partie test CIFRE et qu'on espère pouvoir monter d'ici la fin de l'année sur justement l'exploitation de nos données de télésuivi pour prédire les pics de douleur dans le cadre du suivi des maladies chroniques. Là, je reprends ce que Valérie disait tout à l'heure, c'est être en amont. Être en amont, c'est économiser énormément sur la prise en charge. C'est aussi traiter très rapidement un patient qui a une montée de douleur sur des maladies quelles qu'elles soient. Hein. Il y en a énormément des maladies douloureuses en France. On s'est intéressé notamment beaucoup à tout ce qui est lombalgie, à tout ce qui est mal de dos en général et au rachis en général. Et on se rend compte que plus tôt on prend la montée de douleur et plus efficace est le traitement qu'on met derrière. On s'est aussi intéressé à d'autres maladies qui concernent les femmes, endométriose, et exactement de la même façon, avec des crises extrêmement fortes. Et si on arrive à attraper le pic de douleur très très tôt et à traiter avec des antidouleurs, avec un certain nombre de gestes également, on va pouvoir réduire ce pic et donc réduire la consommation de médicaments également. Donc sur ça, on a consulté beaucoup de gens sur le sujet. Donc avant de mettre en place l'intelligence artificielle, il faut arriver à extirper un peu de l'intelligence humaine et faire apprendre à la machine finalement tous ces modèles-là. Parce que clairement, ces modèles-là, on ne les invente pas au départ sur ces sujets, à moins d'avoir des grandes masses de données. Et là, je reprends aussi ce qu'on disait tous les trois. Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore, mais ça va venir, de gros containers de données accessibles qui nous permettraient de développer des algorithmes extrêmement efficacement. Donc ça veut dire qu'on doit démarrer petit et qu'on doit démarrer aussi suffisamment en lien avec l'humain pour, ne pas créer un choc culturel, parce que le médecin, ça reste la figure soignante aujourd'hui, qu'il est entouré d'un personnel soignant, il est entouré de plein de spécialités aujourd'hui pour arriver à traiter des choses pluripathologiques, pluridisciplinaires. C'est important qu'il soit au centre de cette construction-là. Maintenant, oui, aujourd'hui, on commence à construire des modèles de population, des modèles par rapport aux données environnementales, des choses qui sont très impactantes pour l'humain, la météo, les cycles saisonniers, ce genre de choses qui ont un vrai impact non seulement sur la maladie et sur les données objectives de la maladie. Et nous, on travaille actuellement sur justement l'outil de télésuivi, sur tout ce qui est douleur. La douleur qui est une donnée extrêmement volatile et qui est très subjective et qui n'est que du subjectif et qui pourtant est le premier ressenti du patient aujourd'hui. Et c'est un des éléments qui nous intéresse justement sur l'intelligence artificielle, de se dire aujourd'hui, on va partir sur cette donnée-là qui est absolument pas objective et on va travailler sur ce ressenti pour voir si on sait traiter ces pics de douleur. On en est encore loin, je le redis, je l'ai dit, nous, on est parti sur des sujets de thèse et des choses comme ça. Ça veut dire qu'on est sur des échéances plutôt moyen terme, 2 ans, 3 ans, pour avoir les premiers algorithmes efficaces sur ces sujets-là. Maintenant, on est tous en plein dedans. À partir du moment où il existe de la donnée, clairement, il faut essayer des choses. Et essayer des choses, ça se fait avec des processus cadrés, avec des méthodologistes en recherche clinique, avec des essais qui sont aussi cadrés, qui sont de plus en plus matures. Mais tout ça se fait, je pense, petit à petit. Je ne suis pas un développeur fou, vous le voyez dans le discours. J'adore mon métier, mais je veux être aussi humble par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui et par rapport à ce qu'on doit faire aussi, éthiquement parlant, et dans l'aide au diagnostic. Voilà. Je vais parler d'abord d'aide au diagnostic parce qu'aujourd'hui, celui qui porte la responsabilité du diagnostic, déjà, c'est le soignant. Et c'est important que dans cette responsabilité-là, il ait la main complètement sur ses décisions. Voilà. Valérie, est-ce que de votre côté, vous avez de l'expérience de travail avec l'intelligence artificielle? Alors, pas sur notre métier, parce que nous, on n'est pas dans la santé. Non, je voulais juste rebondir sur le fait que pendant la crise Covid, il y a eu quand même beaucoup de barrages qui se sont levés. Je reviens sur le travail avec la PHP. Medoctors, donc, qui est la société qui assure les téléconsultations pour nous, a travaillé avec la PHP, avec l'Institut Pasteur, comme Laurent le mentionnait pour lui, l'Institut Pasteur. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a un décloisonnement des acteurs. Et que ça va permettre aussi de mieux se comprendre et de travailler ensemble. Et certains acteurs qui ne se parlaient pas, aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui fait de la une start-up qui fait de la téléconsultation comme Medoctors travailler avec l'Institut Pasteur, c'était pas évident du tout.
Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, il y a des choses qui ont bougé grâce à l'épidémie et qui permettent donc de travailler de façon différente et qui vont permettre peut-être d'ouvrir aussi des champs ou d'aller plus vite sur des domaines, comme disait Laurent, où aujourd'hui on en est encore au démarrage. Je Ouais, pense que c'est sûr, je suis d'accord avec toi que globalement, en tout ce qui concerne la transformation digitale, hein, notre période de confinement a énormément accéléré les choses, hein, pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors, quand il n'y a pas d'autre solution, les gens deviennent très créatifs et surtout se rabattent sur les technologies qui sont déjà existantes. Hein. Est-ce que, Marc, est-ce que c'est le même effet que vous avez ressenti en Andorre? L'ouverture vis-à-vis de nouvelles technologies, je dirais vraiment l'ouverture d'esprit, hein, autant de la part de la population que de la part des prestataires de la santé, par exemple. Hein. En fait, cette approche a été déjà envisagée il y a plus d'un an et demi. Donc, on a commencé à réfléchir avec le système avec ici on appelle le SAS, que c'est le système global de la santé, qui après de l'implantation du système digital de l'historial clinique, il fallait aller plus loin et commencer à travailler cette approche de comment l'intelligence artificielle, etc., peut aider, pas substituer, comme on a dit avec Valérie, ça ne va jamais substituer, mais comment complémenter et aider vraiment à être plus efficace la gestion de la santé en Andorre. De notre côté, c'était que la COVID accélérait la nécessité et vraiment par ce rapport qui a ouvert le visage à beaucoup de gens et qui, d'ici de notre côté, s'est déjà ouvert de faire ce travail interdisciplinaire que Laurent disait. Pour bien le développer, il faut vraiment cette vision interdisciplinaire de partager les données, de travailler ensemble, des acteurs plus publics, de gens plus de la recherche, de gens plus de petits startups, de créer cet écosystème ensemble pour développer cette sorte d'innovation. Donc ici, on avait déjà cette vision de commencer à travailler, mais la crise de la COVID, on l'a mis peut-être dans une priorité. C'est vrai que de notre côté, on avait commencé à travailler, mais maintenant, on parle de le faire vraiment en priorité dans nos axes d'innovation et vraiment de le commencer à développer. Et je voulais juste rebondir sur ce qui a déjà été évoqué pendant nos échanges précédents. Hein. Finalement, parlant de la collaboration, ce n'est pas uniquement entre les acteurs ou les prestataires différents qu'on a intérêt de développer cette collaboration, mais c'est aussi la collaboration transfrontalière. Parce qu'on a été confinés, mais aujourd'hui c'est fini définitivement. Alors les flux reprennent autant les flux touristiques que les flux d'affaires. Hein. Est-ce qu'on est la région très très proche, hein, il y a énormément d'échanges historiquement entre Andorre, France et Espagne. Hein. Quel est votre point de vue sur ce travail transfrontalier, disons, la collaboration transfrontalière? Parce que le virus ne s'arrête pas à la frontière encore. Exactement. Par exemple, l'exemple que je disais sur, par exemple, de contact tracing, c'est un exemple que, Oui. de notre côté, le traité de forme isolée, c'est pas raisonnable, c'est pas efficace. C'est pour ça que, par exemple, on envisage de cette approche de le faire en collaboration transfrontalière. Donc, vraiment, comme on parlait des autres occasions, il faut vraiment le travailler ensemble avec les gens qui travaillent dans cette approche en France, en Espagne, et vraiment de faire quelques collaborations pour développer, par exemple, des outils comme celle-ci ou des autres. Et notre approche de l'Andorre Innovation Hub, c'était d'être un hub d'innovation entre l'Espagne et l'Andorre, et on envisage toujours Paris, Madrid, par exemple, de notre écosystème, parce que nous sommes très petits. On n'a pas de la masse critique pour faire quelque chose, mais nous avons cette approche d'être un bon laboratoire pour notre voisin. Alors, vraiment, dans la santé, c'est un cas très intéressant aussi de chercher de collaboration et synergie avec notre voisin.
Parce qu'en effet, si on rebondit un tout petit peu sur les inquiétudes qui sont provoquées par la collecte de la data, il n'y a pas que les inquiétudes, il y a aussi les effets positifs et les opportunités. Parce que la data ne doit pas uniquement inquiéter en termes de fuite ou accessibilité, disons, de cette data vis-à-vis des organismes publics, mais la data, elle peut servir justement pour assurer. Maintenant, les touristes qui arrivent dans nos pays, et là je parle autant de la France qu'Andorre, qu'Espagne, hein, et où on pourrait utiliser la data collectée pour assurer et pour stimuler le flux touristique, hein, c'est indispensable parce que maintenant l'enjeu se pose, qu'est-ce qui va devenir la saison touristique 2020 et comment les acteurs de la e-santé, les acteurs de la data pourraient faciliter le redéveloppement ou disons la restauration de flux touristiques habituels. Est-ce que vous avez déjà des initiatives à Andorre? Est-ce que ça a été déjà réfléchi? Parce que la saison commence maintenant. Cet après-midi, en fait, parce que je suis ici, on avait une première réunion avec le ministère de Santé, avec des autres acteurs, par exemple, pour faire un peu surtout pour planifier comment surtout de la saison d'hiver va être envisagée par rapport à la stratégie, pas seulement de la stratégie santé, mais aussi la stratégie aussi d'innovation et de technologie pour donner soutien à la possibilité d'une deuxième vague qui puisse affecter vraiment la saison d'hiver, que de notre côté, ça serait très problématique. Donc vraiment, on commence à travailler cette approche par rapport à la stratégie. Et bien sûr, cette approche peut être très utile aussi de le travailler ensemble parce que la réalité d'ici l'Andorre peut être très similaire des autres zones des Pyrénées qui doivent planifier un peu, par exemple, la saison de ski d'hiver prochaine. Laurent, comment voyez-vous le projet de collaboration transfrontalière sur les technologies? Moi, je le vois très bien. Marc, Je si Marc a du budget, c'est avec plaisir que je viendrai aider nos voisins. Non, plus sérieusement, on l'a vu, nous, sur le télésuivi. Le télésuivi, ce qui est intéressant, c'est que ça introduit une forme intermédiaire entre la consultation, qu'elle soit physique ou téléconsultation, et le zéro contact avec son praticien. On tisse un fil très fin entre le patient et son équipe soignante, et déjà, ça le rassure par rapport à ça. Donc, je pense notamment à comme on a tous eu, j'espère, le cas, d'aller à l'étranger et de se dire, mince, comment je vais me faire soigner si demain je suis malade à l'étranger? Et je ne vais pas pouvoir appeler mon médecin et aller le voir là dans les minutes qui viennent. Donc, on est toujours assuré de savoir qu'on a quelque part nos données qui atterrissent sur un service de soins qui parfois ne fait que regarder des notifications, effectivement, parce qu'il n'y a rien à traiter, mais de savoir que ces données, elles atterrissent quelque part et qu'il y a un service derrière, je mets toujours là-dessus, c'est la donnée seule, sans l'humain qui la traite, elle a que peu d'intérêt. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a fait la force de l'application de télésuivi qu'il y a eu sur l'Île-de-France, qui n'était pas la nôtre, pour le coup, autour de la PHP, c'est qu'à la PHP, il y a eu un vrai service derrière qui traitait toute la donnée qui arrivait de Covidom. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort dans le montage, à la fois depuis l'application jusqu'au service de soins qui a été mis derrière pour traiter toute cette data, rappeler les patients au fil de l'eau, etc. Donc sur le télésuivi, je pense qu'effectivement, ça peut aider ce redémarrage en rassurant les patients et ceux qui ne sont pas encore patients au sens strict du terme, pas malades, d'être suivis, d'avoir un suivi par des infirmiers, des infirmières, coordinateurs, coordinatrices, autour de ça. Et ça, je pense que pour le coup, on est sur des solutions qui sont très génériques et qui n'ont pas de frontières. Parce que la data, elle se moque un peu des frontières et de savoir si vous êtes en Andorre, en Espagne, en France ou ailleurs, pourvu que derrière, cette data, elle soit traitée. Mais est-ce que là, on ne se heurte pas de nouveau aux limitations imposées par la protection de la data, parce que chaque fois qu'on collecte la data, on est obligé de désigner le destinataire. Et comment exactement cette data va être traitée? Moi, je crois qu'il faut en revenir à ce sujet de responsabiliser, être le plus transparent et pédagogue possible sur effectivement l'utilisation qui en est faite.
On a tous dans nos entreprises et dans nos entités à faire nos registres RGPD, à nos fiches de traitement de données. Je crois que de plus en plus, il va falloir les publier parce que c'est ni plus ni moins que ce qu'on met aujourd'hui dans nos politiques de confidentialité, les publier de façon didactique. Je vais pas tomber dans le Nutri-Score qu'on met aujourd'hui sur les aliments, mais pas loin. C'est-à-dire de dire, oui, effectivement, votre donnée, là, dans cette application, elle va partir à tel endroit, elle va partir à tel endroit. Je ne dis pas que c'est un mal. Je suis le premier à me noyer dans le système Google régulièrement et à cliquer sur oui, pas de problème, parce que j'ai vraiment envie d'utiliser cette application. Et tant pis si Google va m'envoyer des publicités ciblées pendant 2 mois après derrière parce que j'ai fait un choix particulier. Je pense que surtout, il faut effectivement que les gens se responsabilisent et qu'ils aient peut-être moins peur. On est passé par cette phase, je pense, où on a beaucoup fait peur avec des réglementations extrêmement dures et elles étaient nécessaires pour protéger. Je crois qu'on est dans la phase d'après, de dire on a bien compris la nécessité de protéger. Maintenant, on va réinsister sur la valeur de la donnée, sur ce qu'elle peut apporter et justement sur le fait qu'elle peut soigner. Donc là aussi, moi je m'en remets aux patients et au recueil de consentement, qui est la première étape de la relation de confiance entre un utilisateur et la data qu'il va produire et qu'il va envoyer quelque part. Ce recueil de consentement, il est fondamental, il faut qu'on le simplifie de manière à ce que, effectivement, on facilite. C'est une manière de faciliter l'accès aux soins, Valérie l'a dit tout à l'heure, c'est une manière de faciliter l'accès aux soins que de faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement de leur donner dans les applications, dans les systèmes et dans les solutions digitales. Valérie, est-ce que ce rôle pédagogique, je dirais, disons, dans la collecte et l'usage de data n'appartient pas plutôt aux acteurs traditionnels, comme les mutuelles, disons, qui sont quand même en contact permanent avec le public et qui ont plus de possibilités d'expliquer et quelque part peut-être vulgariser l'usage pour que le public s'imprègne de cette nécessité qu'on a tous, ou surtout les acteurs, les éditeurs de logiciels, de collecter la data qualitative, la data qui permet d'aller en avant. Alors, nous, on l'a travaillé dans ce sens-là. En fait, par rapport au RGPD, quand il est arrivé, on a pris la décision d'abord de l'appliquer, bien entendu, et aussi de voir comment on pouvait en faire quelque chose de positif. Et on a créé, en fait, alors nous, on est une mutuelle, elle n'est pas dirigée par des actionnaires, nos dirigeants sont nos adhérents, que l'on élit et qui deviennent présidents, conseil exécutif, etc. Donc, par rapport à ces adhérents-là, on a fait des groupes de travail et on a travaillé avec eux pour justement parler du sujet de la donnée et expliquer ce qui était obligatoire par le RGPD et qu'est-ce qu'eux souhaitaient mettre en place. Et on a aujourd'hui un document qui s'appelle la charte éthique des données et qui pose ce que nos adhérents par les groupes de travail ont donné comme direction de travail pour la mutuelle. Donc, nous, on travaille comme ça aujourd'hui. Et effectivement, c'est cette sensibilité de pédagogie, de partage avec nos adhérents pour qu'ils comprennent mieux, pour qu'ils puissent mieux se soigner. C'est vraiment tout à fait dans ce sens-là. Et quel est votre point de vue sur la collaboration transfrontalière? Alors, nous, aujourd'hui, de toute façon, la sécurité, nous sommes une complémentaire santé, complémentaire à la sécurité sociale, de manière générale. Et donc, la sécurité sociale a des accords avec de nombreux régimes européens. Donc, effectivement, l'Espagne, l'Andorre ont des accords avec la sécurité sociale française. Et donc, nous travaillons la sécurité sociale intervient sur des actes, par exemple, quand un Français va en Andorre, la sécurité sociale intervient et nous, on complète ce que fait la sécurité sociale. Donc, les liens existent depuis très longtemps. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. J'ai envie de vous poser à tous une question. Pendant toute la période de confinement, disons de la crise sanitaire aiguë, selon vous, selon ce que vous avez fait, vous tous, quelle était la plus grosse réussite et quel était le plus gros enjeu? Marc, je vais commencer par toi. Je ne te laisse pas le temps de réfléchir. Par contre, il faut que tu débloques ton micro. De notre côté, la plus grande réussite, c'était vraiment le dépistage.
parce que vraiment c'était un défi de tout pays, donc qui a mis en place une collaboration sans précédent par rapport à 3 ministères, à toutes les communes de tout le pays, à la Croix-Rouge. Vraiment, on a mobilisé plus de 1600 personnes pendant un mois pour faire tout le dépistage. Et vraiment, de notre côté, c'était une question de pays qui nous a vraiment facilité un peu toute la gestion, mais aussi qui a un peu assemblé toute la vision de pays et aussi qui a permis aussi de faciliter la gestion et la planification de comment faire ce déconfinement qu'on a commencé, ou presque maintenant, nous sommes déjà. Donc, cette collaboration vraiment entre la société, le gouvernement, les entreprises, c'était de notre côté sans précédent et vraiment une unité qui a facilité vraiment que notre pays, que vraiment la situation c'était assez critique. Donc, on avait l'incidence la même qu'une cité comme Paris ou Madrid parce que de la densité. Ah oui? Vraiment, l'impact, nous sommes un des pays les plus impactés par rapport à la COVID parce que par rapport à donc, nous étions en pleine situation de tourisme avec beaucoup de millions de touristes. On avait des gens de la Corée, de l'Italie, de Madrid, pendant tous les mois de février. Donc, vraiment, il y a des jours que la COVID c'était ici. De l'incidence, c'était très, très grand, un des pays plus affectés du monde. Mais on a réussi vraiment pas à collapser le système sanitaire. Donc, vraiment, ça c'était bien sûr pour la réponse rapide du gouvernement, du ministère de la Santé, mais aussi surtout des citoyens qui vraiment ont fait un suivi très, très strict de toutes les recommandations sans jamais faire l'état d'émergence. Donc, ici, c'est à notre réussite par rapport à notre voisin, quelques voisins des autres pays. Ici, on n'a réussi jamais on n'a pas eu la nécessité de faire l'état d'alarme de pays, soit pour faire des restrictions plus dures, soit pour avoir d'accès à données des autres. Et c'était vraiment seulement pour la collaboration et la coopération de tout le pays. Et à mon avis, ça c'était la plus grande réussite d'avoir cet esprit collaboratif. Et bon, ça c'est pour la réussite et pour l'enjeu, pour la contrainte que vous avez vécue. Regardons l'autre côté de la médaille. Les jeux, c'était vraiment, je crois, chercher cet équilibre parce que c'est un pays, mais c'est un pays avec une dynamique d'une petite population. Donc, tu as cette sorte de par rapport à la sensibilité, à la peur, à la proximité, à les données, etc. Ça, c'est encore plus critique de notre côté. Parce que ici, c'est comme un petit village, tout le monde se connaît. Alors, c'est encore plus critique et c'est encore plus proche la proximité entre les citoyens, le décideur, tout nous. Et alors, on doit être aussi plus responsable, plus strict avec ça. Alors, cet enjeu, c'était peut-être la partie plus difficile. Par exemple, on a eu sans précédent, on travaille toujours avec des données, il y a plus de 2 ans, mais on n'était pas jamais avec le focus comme maintenant. Donc, de notre côté, cette responsabilité a été beaucoup plus dure qu'avec des autres moments. Est-ce que vous avez aussi eu les étrangers qui ont été confinés à Andorre pendant cette période? Oui, on a eu près de 4000 personnes qui ont été bloquées, la plupart de travailleurs saisonniers qui restaient seulement moins d'un mois pour finir la saison et partir. Donc, nous avons encore de travailleurs saisonniers qui ont été bloqués ici, surtout de l'Argentine, de Chili, etc. Donc, le pays a fait des programmes dédiés pour eux, on a fait aussi le dépistage pour eux. Mais aussi une petite partie de touristes, aussi de la France, de l'Espagne, de la Chine, des Allemands. Oui, vraiment, avec le dépistage, on a vu qu'il y avait un volume de gens qui étaient ici bloqués, à peu près 4000, mais la plupart de travailleurs saisonniers. Mais ici, quelques touristes qui
quelques-uns qui se sont restés, quelques-uns qui n'ont pas voulu partir parce que la plupart des pays, ils offrent la possibilité de faire comment ça, Ouais. de tourner. Mais il y a quelqu'un qui ont dit que non, ils préfèrent de rester faire le confinement ici. Ouais, ce n'est pas un mauvais endroit, hein, disons, pour passer le confinement. Laurent, à toi, la réussite, les contraintes, les enjeux, tu as eu le temps de réfléchir. Oui, j'ai eu le temps de réfléchir. Merci, Marc. Non, la réussite, je vais revenir sur l'usage. Je considère que c'est toujours une réussite quand quelqu'un a une appli qu'on a faite entre les mains et qui l'utilise dans tous les sens et qu'il est capable de nous dire si oui, ça fonctionne, ça l'aide, voilà. Ça c'est vraiment voilà, c'est notre réussite. Encore une fois, en toute humilité, parce qu'on n'a pas inondé la France avec notre appli, mais on a été utile et ça, je crois que c'était important. C'était aussi important d'ailleurs pour nos collaborateurs, on l'a vu, de se rendre utile pour ceux qu'on applaudissait tous les soirs, mine de rien, et de se dire, bah voilà, on a apporté notre pierre à l'édifice avec voilà, un peu à la sueur de notre front pendant ces 2 mois. Donc ça, c'était vraiment bien. L'enjeu, justement, il était très gestion de crise. Il était c'était un métier assez différent de ce qu'on fait d'habitude, finalement, où une fois qu'on a développé nos logiciels, j'ai envie de dire, on est plus en mode maintenance. Et je ne vais pas dire que rien ne peut arriver, mais on est plus relax parce qu'on est confiant dans ce qu'on a développé et puis ça tourne. Et là, l'enjeu, c'était vraiment d'être extrêmement réactif parce que tous les jours, potentiellement, on avait une demande en disant on aurait besoin de cette amélioration parce que hier, on a vu 20 patients qui sont passés, en fait, on n'a pas ça. Et en fait, ça a été un vrai sujet d'arriver à versionner et de faire des mises à jour extrêmement régulières, de prendre les besoins des différents soignants qui étaient en plus dans des configurations assez différentes. Donc ça nous a fait travailler dans un mode assez différent. On parle beaucoup de méthode agile. Là, pour le coup, on a poussé l'agilité vraiment au plus loin avec des sprints parfois de 3 jours, ce qui n'existe absolument pas. Mais c'était intéressant dans la manière de fonctionner. Et je pense que c'était aussi intéressant pour les développeurs de voir réellement, encore une fois, les résultats extrêmement rapides. Donc voilà, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire pendant des mois et des mois. Et je comprends le corps soignant et le corps médical au global. Voilà, c'est une vraie gestion de crise, mais c'est extrêmement formateur. Oui, attention, parce que maintenant, ils savent que vous pouvez faire. Hein. Alors, voilà. Maintenant, tu ne peux plus dire que c'est impossible. Oui, exactement. Ça a été trouvé différemment. Non, mais et puis encore les attentes vont être rehaussées. Exactement. Non, et puis globalement, on l'a vu dans les premiers référencements par l'Agence du numérique en santé. Ça a été un vrai effort collectif. Il y a eu énormément d'autres entreprises qui ont produit des choses extrêmement bien. Et voilà, je pense que l'enjeu de ce côté-là, il a été couvert. C'est de montrer qu'en très très peu de temps, tout un métier, en l'occurrence le numérique, le digital, appelons-le comme on veut, a essayé de répondre du mieux qu'il pouvait pour ces besoins-là. Voilà. C'est vrai que les développeurs n'ont pas chômé. Hein. Valérie, la question peut être plus complexe pour vous parce que ni les réussites ni les enjeux ne sont pas de courte durée, c'est plutôt longue durée pour la mutuelle. Et la crise sanitaire, elle n'est pas finie, l'épidémie, elle n'est pas finie. Alors, comment est-ce que vous voyez cette période? Parlons peut-être plus d'expérience, disons, de ce que vous avez vécu pendant cette période. Nous, le gros enjeu, ça a été on a mis en fait 4000 personnes sur 4200 en télétravail en 5 jours. Ah oui. Parce que l'enjeu, c'était de continuer à payer les soins, puisque l'épidémie, vous savez que les mutuelles, souvent on dit que les mutuelles sont riches. Elles sont riches parce qu'elles ont des réserves pour faire face à ce type de phénomène. Parce que l'épidémie, c'est vraiment ça qui peut, en fait, si on n'a pas des réserves suffisantes, on n'est plus en capacité de rembourser les soins de santé de ceux qu'on assure. Donc, c'est vraiment l'épidémie, c'est le cas. Nos réserves, on les utilise jamais, sauf dans ces cas-là. Voilà. Donc, pour nous, c'était l'occasion de faire comprendre peut-être aussi au monde extérieur ce qu'est une mutuelle et à quoi on sert. Dans une dimension très, très large. On est, donc, je disais, 4000 salariés qui sont restés au travail. Il n'y a pas eu de chômage partiel. On a tous travaillé pendant cette période-là. On a 4 500 000 adhérents.
Donc, vous voyez un peu l'étendue des contacts. Ah Donc, ouais. pendant les 2 mois, enfin le confinement, on a beaucoup appelé nos adhérents particuliers et les entreprises. Mhm. Parce qu'en plus des soins des personnes, les arrêts de travail Mhm. pour garder les enfants, qui n'étaient pas des arrêts de travail, on n'avait jamais eu un arrêt de travail pour garder ses enfants. On n'a Mhm. jamais eu d'arrêt de travail préventif pour quelqu'un qui est fragile. Ouais. Là, il y a eu des arrêts de travail pour personnes fragiles. Donc, Mhm. tous ces arrêts de travail, ils sont gérés comme des arrêts de travail. C'est-à-dire que dans les contrats d'assurance d'arrêt de travail, on a remboursé les entreprises et les salariés sur la même base qu'un vrai arrêt maladie. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris et qui a été hyper bien vécu par les salariés des entreprises. Au niveau, effectivement, des entreprises, aujourd'hui, on a mis un plan d'action on a un fonds qui permet de soutenir les entreprises, notamment les petites, parce qu'il y a des secteurs entiers qui sont quand même très touchés. Donc aujourd'hui, voilà, on a vraiment, je trouve, dans cette crise-là, trouvé on a prouvé notre vocation. Notre vocation qui est universelle, de couvrir un très grand nombre de personnes, de pouvoir continuer à travailler dans une période où normalement tout s'arrête. Et donc, voilà. Donc, au niveau numérique, oui, on a tout fait à distance et ça a très, très bien marché. Et la réussite, c'est que vraiment au niveau des salariés, on a un retour extrêmement positif et que ça a été très, très bien vécu par les équipes d'être utile et de pouvoir travailler en ayant un contexte complètement différent de ce qu'on vivait jusqu'à présent. Après, Justement. vas-y, pardon. Ouais, non, pardon. Juste pour les enjeux, je voulais enchaîner. Donc aujourd'hui, je pense que ça nous permet aussi d'aller plus vite dans ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire de plus être seulement celui qui paye et qu'on interroge seulement pour payer telle ou telle prestation, mais plutôt être un partenaire de tous les intervenants du monde de la santé et de travailler sur le modèle économique. Comment on rembourse la santé de demain? Effectivement, il y a des modes qui permettent, notamment le télésuivi, d'être plus efficaces même avant la maladie. Et aujourd'hui, si on continue à payer tout ce qui ne sert à rien, on ne pourra pas financer ces nouveaux modes qui sont très efficaces. On n'en doute pas qu'il y a plein de choses très, très efficaces. Donc, il faut arriver à avoir qu'on paye pour des choses efficaces. Et aujourd'hui, on n'est pas toujours dans ce cas-là. Et justement, comme le rôle de la mutuelle, ce n'est pas uniquement la prévention, ce n'est pas uniquement, disons, de compenser ou payer les soins, mais c'est aussi accompagner les entreprises dans la gestion de crise. Et là, vous êtes bien placé, en effet, pour promouvoir la transformation digitale, je dirais, et pour mettre les entreprises qui ont un besoin pour cet accompagnement en contact avec les éditeurs du logiciel, les éditeurs, disons, nouvelles technologies de la santé, avec l'objectif global d'optimiser la gestion et réduire le coût. Et optimiser surtout le capital humain, puisque l'entreprise, elle fonctionne parce qu'elle a des personnes qui travaillent. On l'a vu dans la crise, quand une entreprise n'a plus ses salariés parce qu'il y a un cas de Covid, elle est fermée, elle ne peut plus travailler. Donc, il y a vraiment cette notion, comment on peut aider les entreprises à développer le capital humain, que ce soit en amont, par de la prévention, voilà, pour pas que les gens tombent malades, pour que les gens soient engagés dans le développement d'entreprise, ou en cas de maladie. Tout à fait. J'invite tous ceux qui nous écoutent de poser vos questions. Et en attendant, je pose la dernière question à nos intervenants. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce que vous avez des questions l'un à l'autre? Apparemment, rien à rajouter, on a tout dit. On a déjà beaucoup parlé. D'accord. Bon, on va attendre un peu de voir s'il y a des questions venant du public. Louis, je te laisse intervenir sur les questions. Oui, je suis toujours là, je vous écoute, ne vous inquiétez pas. Effectivement, il y a quand même, c'est super dense, tout ce qu'on est en train de se dire là. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut aussi laisser les personnes se présenter, si elles le veulent. Peut-être nous dire pourquoi ça les intéresse, ce sujet, à défaut d'avoir une question très précise, parce que j'imagine qu'on en a plusieurs en fait.
par exemple, au hasard, non, Natalia, je te laisse décider de qui devrait se présenter parmi les... Je me Bon, mouille pas. on ne va pas insister parce que je vois que les gens se déconnectent hein, à la mention sûre et pure et simple de se présenter. C'est vrai. Oui. Alors, il n'y a aucune obligation, bien évidemment. Hein. De mon côté, s'il n'y a pas de questions de la part du public, hein, Louise, peut-être ce qui serait intéressant de mentionner, c'est aussi la commission e-santé de la mêlée. Hein. Et quel est le rôle de cette commission dans la promotion de nouveaux usages, hein, de contact entre les entreprises qui en ont besoin, ou disons même nous particuliers qui en ont besoin, hein, et les éditeurs de nouvelles technologies. Hein. Ouais. Si je ne me trompe pas, il y a déjà quelqu'un autour de la table, non, qui est dans cette commission e-santé. Je vois Valérie sourire. Nous étions deux, il y avait Stéphanie qui a dû partir, mais effectivement. Effectivement, ouais. En fait, c'est vrai que les commissions, c'est des sujets, comme je disais tout à l'heure, animés par nos adhérents. C'est pour ça que, ouais, peut-être à la limite, je sais pas, Valérie, tu veux en dire quelque chose? Moi, je suis pas l'animateur. C'est vrai qu'on a un support de l'équipe sur l'animation de la commission. C'est Anne-Sophie Moroni, oui, qui travaille avec J'ai pas eu le temps de recroiser avec elle depuis la dernière fois sur le sujet, mais Valérie, j'en profite puisque Donc tu es là. aujourd'hui, vous pouvez, si vous êtes intéressé, demander à participer à la commission de la e-santé. L'idée, c'est que des membres adhérents donc, se rencontrent et organisent des événements. On est en train de travailler, on s'est vu dans la semaine, on est en train de travailler justement sur une demande de Dominique Pont voilà, il y a des choses aujourd'hui qui sont proposées par le gouvernement et le projet de Dominique Pont. Il a besoin d'avoir des retours d'usagers, d'entreprises sur les sujets qui sont traités. Donc, on va voir comment on peut mettre en place d'abord un premier échange sur où on en est du projet national La santé numérique 2022 et ensuite voir comment on peut mettre en place des ateliers pour évaluer les propositions qui sont faites, faire remonter des avis, puisque cette démarche-là est très collaborative. Et donc, les ateliers se situeraient peut-être pendant la semaine de la mêlée numérique. Voilà, aujourd'hui, on a ce projet-là. Voilà. Une première réunion d'information début juillet ou début septembre, en fonction de la disponibilité des intervenants, et pendant la semaine de la mêlée numérique, des ateliers pour contribuer au projet. D'accord, merci beaucoup. Et de mon côté, de côté de la Commission internationale, je te propose de réunir nos forces hein, entre la Commission internationale et faisant aussi usage de notre projet de convention avec Andorre hein, pour échanger sur ce sujet encore plus en profondeur, hein, pour organiser éventuellement les visites maintenant que les frontières sont de nouveau ouvertes et quand la neige fonde chez vous, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas ce qui nous manque sur la montée. Oui. D'approfondir les façons à traiter la situation, pas seulement actuelle, mais surtout profiter de réfléchir ensemble sur le futur. Parce que c'est en réunissant toutes nos forces et les expériences de tous les côtés, autant la France, autant Andorre, autant peut-être Espagne, disons, c'est la richesse de ces expériences et c'est la richesse des échanges hein, qui va faciliter de trouver les solutions. Hein. De toute façon, je vous remercie beaucoup à tous. Hein. C'était une discussion très enrichissante et très intéressante hein, qu'on garde, hein, qu'on diffuse sur la plateforme de la mêlée et je vous invite à tous de la diffuser de votre côté. Hein, et revenons encore à nos échanges. Merci beaucoup, Natalia. Merci beaucoup à tous. Merci et bonne journée à vous. À bientôt. Bonne journée, au revoir.